Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau cadre pour cette première série estivale d'épisodes. Cet été, je vous propose un contenu 100% sans filtre, sans tabou, avec des entrepreneurs de tous les horizons sur des sujets qui m'intéressent et qui, je n'en doute pas, vont vous intéresser également. Pour celles et ceux qui regardent, écoutent le podcast pour la première fois, je m'appelle François Allais, j'ai créé ce podcast en décembre 2017. Il est disponible aussi bien ici sur YouTube que sur toutes les plateformes audio. Serial Entrepreneur fait donc son retour aujourd'hui pendant 6 semaines avec 6 épisodes, tous disponibles en vidéo et en audio. Pour ce 24e épisode, j'ai reçu à distance une jeune entrepreneur passionnée et passionnante, Soraya Jaber. Elle a cofondé Minsar, un CMS pour créer des expériences immersives en 3D sans avoir besoin de coder. Avec elle, on parle de son parcours, des étapes de création de Minsar, de tout ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée et bien d'autres sujets pendant une cinquantaine de minutes. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner à cette chaîne. Ça me fera très plaisir. Moi, je vous souhaite une excellente écoute, un excellent visionnage et à la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Soraya Jaber. Salut Soraya. Hello François, merci pour l'invitation. Très heureux de t'accueillir à distance pour ce nouvel épisode. Soraya, tu es la CEO et la cofondatrice de Opuscope, qui est finalement un CMS pour les expériences immersives qui a été fondé en 2016. Tu es également vice-présidente de la VR AR Association de Paris. Et donc, on va pouvoir commencer cet épisode très tranquillement avec ton parcours et notamment quel a été ton parcours avant d'entreprendre, c'est-à-dire avant de créer justement Opuscope. Oui, alors déjà, je suis ravie d'être dans ce podcast. Merci pour l'invitation encore. Donc, j'ai un parcours très atypique dans le sens où j'ai pas suivi un peu la voie royale pour entreprendre. J'ai pas fait de prépa, d'école de commerce, HEC. Euh, En fait, c'est un petit peu tombé par hasard, on va dire, à l'entrepreneuriat. Ça m'est tombé très jeune. J'avais 19 ans quand j'ai commencé à me lancer dans l'aventure. Et moi, du coup, en fait, après avoir fait un bac scientifique, je me suis lancée dans une licence d'histoire de l'art. Parce qu'avant tout, en fait, je suis passionnée par l'histoire, par l'art, par la culture. Et j'ai pas suivi la voie un peu familiale où j'en ai une famille de scientifiques. Et après avoir fait, voilà, pendant mon bac scientifique, je devais faire médecine, enfin voilà, suivre un petit peu cette voie. Et c'est en terminale que je me suis rendu compte qu'en fait, ma passion, c'était vraiment l'histoire, l'art, la culture. Et que j'avais envie, et que je savais que de toute façon, pour réussir, il fallait être épanoui dans ce que l'on fait. Et donc, j'ai suivi ce qui me passionnait vraiment, qui n'était pas du coup forcément les sciences ou les mathématiques, mais bien la culture. Et j'ai intégré donc la licence Histoire de l'art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ok. Et, Et ouais. et justement, quel a été le déclic en fait qui a fait que tu as créé Opuscope? En fait, c'était au cours de ma troisième année, avant ma troisième année de licence. En parallèle du coup de mes études, je travaillais au musée des arts décoratifs en Mhm. tant que job étudiant, week-end, soirée. Et en fait, je me rendais compte que à l'université, voilà, on a beaucoup de personnes qui se rendent de façon régulière dans les musées, mais qu'en fait, on est vraiment une sorte de minorité et qu'au final, enfin, il y a un fact, un chiffre qui m'a vraiment un peu interloqué. C'était en 2015, je me suis rendu compte, j'ai appris que même pas 10% de la population française se rend plus d'une fois par an dans un musée. Donc ça m'a, enfin, je me suis dit, Ouais, voilà, on n'est vraiment pas assez sensibilisé, c'est on n'a clair, c'est pas fou. l'habitude d'y aller. Ouais, je sais pas si toi, tu y vas régulièrement. Ouais, Mais moi, j'ai plus le j'essaye temps d'y maintenant, aller, hein, mais occasionnellement, ouais. c'est vrai que, enfin, sur une année, c'est vrai que c'est pas très régulier, Mm. quoi, Ouais. comme on Et voudrait. moi, j'y étais du coup toutes les semaines. Enfin, ça me passionnait. Je me disais, mais c'est dommage parce qu'on a un patrimoine, une culture assez incroyable. Voilà, comment on va pouvoir sensibiliser plus de personnes à s'y rendre. Et c'est avec mon meilleur ami, du coup, Thomas, qui lui était à l'époque, donc il était à Paris Descartes en informatique, et il était également le développeur principal de VLC Media Player. C'est le petit cône Oui, orange pour lire exactement. les vidéos. Connu mondialement. Et exactement. Et c'est d'ailleurs le premier logiciel français Oui, téléchargé à travers le monde. On est c'est vrai. assez fiers de, ouais, C'est clair. de ce qu'a fait les équipes VLC, de ce qu'ont fait les équipes. Et voilà, il développait donc la plateforme pour Microsoft.
Et en fait, tout est parti voilà, d'une séance cinéma, d'un film qu'on a vu ensemble, et d'une phrase assez bête en sortant du cinéma où j'ai lancé, mais ce serait incroyable de pouvoir voilà, visiter en fait, de façon immersive les lieux culturels. Et justement, donc, Thomas me dit à ce moment-là, mais en fait, mais tu sais que c'est possible. C'est en 2015, et il me dit, mais tu vois, enfin, tu prends il y a la réalité virtuelle, je ne connaissais pas du tout à l'époque. Il me dit, bah, avec un casque, en fait, tu peux voilà, naviguer dans des environnements virtuels, et pourquoi pas la culture. Là, je me dis, mais waouh, c'est incroyable, je ne sais pas encore. Et du coup, on achète un Oculus, un DK2 à l'époque, on commence à tester, on voit le potentiel. Je me dis, mais c'est absolument incroyable, c'est la possibilité voilà, de visiter des sites culturels, des musées, depuis chez soi, depuis son salon. Et c'est là qu'est un peu né du coup le début, l'origine d'Opuscope, dont l'objectif était de réinventer en fait les moyens d'accès à l'art et l'histoire par les nouvelles technologies. Ok. Donc, à la fois la réalité virtuelle, tu vois, en utilisant des casques, être en immersion dans un autre monde et donc couper de ton environnement, et à la fois en fait ramener le public, les jeunes publics aussi sensibilisés aux nouvelles technologies dans les lieux culturels par la réalité augmentée. Donc cette fois vraiment augmenter l'environnement, augmenter les salles muséales, les châteaux, les monuments par cette réalité augmentée. Donc ça Ok. c'était le tout début, on est encore en 2015 et ce sont les prémices de l'entrepreneuriat. Ouais. On a chacun 19 ans, je rentre en 3e année de licence, Thomas il rentre à Epita. Mhm. Et ce petit projet en fait commence à prendre de l'ampleur. J'en parle du coup au sein de mon université. Ils sont très intéressés du coup par le projet. Ça monte assez rapidement au sein de l'université, qui devient nos premiers partenaires, donc pas rien. Et également du coup le musée des arts décoratifs dans lequel je travaillais devient aussi un de nos premiers partenaires. On commence à itérer, à voir comment créer ce futur de la visite muséale. Mhm. Et on débouche du coup sur l'immatriculation d'Opuscope en février 2016. Ok. Donc, enfin, j'allais te poser du coup comme question comment as-tu rencontré ton associé, mais du coup, c'est en fait ton meilleur ami. Et avec lui, vous avez créé Opuscope du coup. Et, C'est ça. et du coup, quelles ont été les étapes de création de ce produit, enfin du premier produit du coup, Minsar, Ouais. suite à cette création? Alors, ouais, il y a eu pas mal d'évolutions depuis. Ouais. Là, si tu regardes le Plusieurs noms, titre, j'ai cru comprendre. ouais, il y a eu plusieurs noms, mais promis, ça y est, on ne change plus. C'est Minsar. S'il y a un nom à retenir, même pas Opuscope, hein, vraiment, c'est la Ok, structure juridique. C'est ok. vraiment juste pour Bah, on parle que de la Minsar maintenant. paperasse. Voilà, on parle que de Minsar. Et voilà, donc ça, c'était vraiment le tout début. C'était le tout début d'Opuscope. Et c'est pour ça que je n'étais pas forcément prédestinée à me lancer dans l'entrepreneuriat, même si depuis toute petite, voilà, j'adore créer des projets, j'adore fédérer des personnes autour de moi voilà, pour construire quelque chose. Et là, du coup, c'était voilà, notre première entreprise qu'on fonde donc début 2016. Mhm. Et en fait, tout est allé assez rapidement. Thomas, il était également à l'époque, il s'est fait nommer Microsoft Regional Director, qui est en fait le statut de consultant le plus haut pour les équipes produits de Microsoft, Ok. ce qui nous a permis en fait d'être une des premières entreprises en Europe à avoir les Microsoft HoloLens. Je ne sais pas si tu connais, Oui, ouais, ouais. ouais. Donc voilà, on l'a eu début 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Microsoft HoloLens, c'est une paire de lunettes de réalité augmentée. On parle aussi de réalité mixte, parce qu'on va aller du coup ajouter en fait du virtuel dans l'environnement, sans être coupé de cet environnement. Et donc, on a commencé début 2016 du coup, à concevoir des expériences pour cet appareil. Au début, uniquement pour la culture. Et en fait, très rapidement, on s'est fait approcher par de très nombreux secteurs, en fait. Pas Mhm. uniquement la culture, justement. Et on voyait qu'il y avait énormément d'intérêt pour cette technologie. C'était le tout début. Ça venait de sortir et tout le monde voulait avoir un petit peu son POC, son proof of concept Yes. de ce qui est du coup la réalité augmentée, réalité mixte dans leur core business. Et on s'est rendu compte que en fait, le potentiel de cette technologie, il est énorme, Mhm. mais un peu dans toutes les industries. C'est ça. Et on s'est rendu compte très rapidement que voilà, ça ne pouvait pas rester uniquement dans un secteur, et qu'en fait, la véritable problématique, c'était pas, enfin, qui était du coup liée au début à la culture, mais en fait, c'est une problématique de création, de Ouais. créativité. Et la problématique à l'époque, et on la retrouve encore aujourd'hui, c'est la création en fait de ce contenu 3D, de
ce contenu de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément encore aujourd'hui, parce qu'on a du mal à créer du contenu pour ces nouvelles plateformes, que ce soit donc des casques de réalité virtuelle, des paires de lunettes de réalité augmentée. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment dès l'été 2016 à se dire que la brique techno qu'on utilisait en interne pour créer facilement des expériences pour nos clients, que ce soit la culture, que ce soit, on a fait des POC pour l'industrie, pour enfin, voilà, tous les secteurs pour voir en fait l'intérêt de la techno. En fait, ce dont l'industrie allait avoir besoin, c'était d'une plateforme pour créer ces expériences, pour être autonome en fait dans la création. Et on a compris très rapidement, en fait, dès l'été 2016, que c'était un SaaS, c'était une plateforme qui allait être le prochain challenge pour l'industrie, qui était donc qui est vraiment de créer facilement des expériences. Et notre postulat est vraiment que la création 3D doit se faire en 3D. On doit visualiser, en fait, tu vois, que ce soit dans un musée où tu vas aller augmenter une salle muséale, ou que ce soit en retail, en store, où tu vas pouvoir créer une expérience plus immersif, plus engageant pour le client. Ok, donc la mission, c'est vraiment rendre accessible la création de contenu en réalité virtuelle et en réalité augmentée, c'est ça? Exactement. On a Ok, élargi un peu le scope ouais. en développant une Et du coup, plateforme vraiment horizontale. en fait, c'est ce qu'on appelle la XR, du coup, la réalité euh, étendue, c'est ça? Ouais, étendu plus le X comme le petit X pour Ouais, réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité ok, mixte. Justement, on s'y perd un peu. C'est ouais, vrai, c'est ça. quand on C'est n'est pour pas ça dedans, ouais, il y a de beaucoup de rappeler termes. les différents termes. Ouais. Ok. En fait, souvent, quand j'explique la différence, je me base sur en fait, la première fois que ça a été théorisé. Ce ne sont pas des nouveaux termes. La réalité mixte, ça a surtout été déployé avec Microsoft en 2015-2016. Mais en fait, le terme de mixed reality a été théorisé en 94. Ok. Tu vois, j'étais même pas encore né. Je crois que toi non plus. Non plus. Donc voilà, ça fait bon, c'est pas si longtemps. Et en fait, en 94, on a Paul Milgram et Fumio Kishino qui ont défini le Reality Virtuality Spectrum, qui est en fait un spectre qui va de notre environnement physique, réel, tangible, donc sans technologie. Et l'autre extrémité du spectre, c'est la réalité virtuelle, complètement virtuelle. Cette fois, tu vois, tu as un appareil et tu es coupé de ton environnement. Ok. Et en fait, c'est comme un curseur, tu vois, du coup, la réalité augmentée, c'est un curseur que tu vas placer sur ce spectre où tu vas du coup ajouter du virtuel dans ton environnement. Et l'appareil de réalité mixte, c'est un petit peu du coup cet appareil ultime qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui, mais qui est un appareil qui sera capable de couvrir tout ce spectre. Dans le sens où tu vois, tu pourras décider de pas ajouter de contenu dans l'environnement, ou alors ajouter énormément de contenu jusqu'à être en totale immersion. Et aujourd'hui, les appareils qu'on a, donc que ce soit Microsoft HoloLens, Magic Leap, je pense qu'on en parlera Oui. après, ou Nreal, enfin voilà, les constructeurs émergents, il n'y a pas encore d'appareil qui permet d'avoir une totale immersion. Parce que le champ de vision n'est pas encore de Ouais, je vois. 90, 100, Ok. 180 degrés, tu vois. Donc c'est ouais. Ok. Et pour revenir un peu enfin, on va revenir à ce sujet-là, mais pour revenir aux étapes justement de création, quand est-ce que vous avez officiellement lancé du coup Minsar, euh, on va dire une V1 quoi? Ouais. Il y a eu plusieurs étapes. Du coup, la première étape qui était uniquement culture. Mm. On a commencé du coup à réfléchir à cette plateforme, à ce logiciel à partir de été 2016. Donc à l'époque, le logiciel s'appelait Holostoria. Holostoria parce que justement, on avait conçu en partenariat avec Microsoft HoloLens. Mhm. Et voilà. Et nous, notre positionnement était vraiment de créer une plateforme immersive. Donc d'exploiter vraiment les capacités de ce qu'on appelle l'informatique spatialisée, qui n'est pas donc cette informatique comme on le connaît, tu vois, ton Ouais. écran, mais qui va vraiment comprendre l'environnement et qui va aller l'enrichir, l'augmenter par du contenu en le reconnaissant. C'est beaucoup d'IA derrière, de reconnaissance de l'environnement, de scan, d'ajout d'informations. Voilà. Et donc, Holostoria, on commence le développement été 2016. À l'époque, on avait une équipe de 2 développeurs. Donc, c'était voilà, vraiment le tout début. Un de nos choix, en fait, qui nous a différencié aussi de ce qui existait à l'époque, c'est qu'on a très rapidement, en fait, recruté notre troisième employé, donc une expert UX, donc expérience utilisateur. Oui. Parce qu'au final, vraiment, l'utilisateur est au centre. Dans le sens où
développer une technologie uniquement pour développer une technologie, sans penser à la fois l'utilisateur et également à la personne à la fin qui va visualiser l'expérience, ça n'a pas d'intérêt. Ça va rester une brique techno et ce ne sera pas forcément bien utilisé. C'est pour ça qu'on a très rapidement en fait, mis l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur au centre du développement, dans le sens où on voulait vraiment rendre intuitif, simple la création. Donc ça, voilà, dès 2016, c'est ce qu'on a souhaité faire. Okay. On a compris que le développement de cette plateforme, ça allait prendre du temps, que voilà, il y avait encore plein de challenges à régler, que ce soit niveau hardware, niveau ouais, c'est un énorme produit tech, quoi. Ouais, c'est une énorme brique tech, surtout que l'ambition dès le départ, c'était d'être cross-platform, donc d'être à la fois disponible sur HoloLens, mais également les casques de réalité virtuelle et les plateformes émergentes donc, de réalité augmentée. Et plus tard, on a aussi intégré du coup smartphone, tablette, parce que le marché est là aujourd'hui. C'est pas encore démocratisé les appareils. Et voilà, donc on a compris que voilà, on avait besoin de chercher des fonds pour financer, développer cette plateforme. Donc très rapidement, en fait, en 2016, on a commencé une première levée de fonds, donc en amorçage. À l'époque, on avait voilà, plein d'idées, une grande ambition, réinventer voilà, la création. Et justement, moi, étant passionnée d'histoire avant tout, ce que je fais tout le temps, c'est étudier en fait, le passé, comprendre aussi les patterns, parce qu'au final, c'est assez cyclique, ça se répète. Là, l'évolution, elle est hardware, elle est dans le sens de compréhension de l'environnement. Mais derrière, pour créer du contenu, on peut faire le parallèle avec le début des années 2000 où on a le web et créer la moindre page sur le web nécessite des développements. On n'a pas encore de plateforme début 2000 permettant de créer facilement une page web, créer un blog, etc. Et en fin de 2003, on a eu Révolution WordPress, ensuite tous les autres CMS qui ont permis voilà, de donner en fait aux créateurs, aux créatifs, la possibilité de s'exprimer et de créer du contenu, sans avoir soit à monter en compétences techniques, être développeur, soit faire appel à un développeur et perdre un petit peu du coup le cycle de l'idée jusqu'à la délivrance du produit. Okay. Nous, c'est exactement ce que l'on fait, c'est donner en fait le pouvoir un petit peu aux créatifs, tu vois, pour les laisser autonomes dans la création. Parce qu'on sait que tant qu'il n'y aura pas de plateforme, d'outils simples d'utilisation, avec respectant des standards permettant de distribuer aussi facilement ce contenu, une technologie ne pourra jamais être démocratisée. Il faut vraiment libérer les créateurs, les créatifs. Ce qu'on a vu avec la vidéo, hein. Aujourd'hui, on peut très facilement, même nous, on fait un podcast, etc. Mais voilà, ça a pris du temps. Au début, c'était beaucoup plus compliqué. Et voilà, on répète en fait des patterns qui… Ouais, carrément. Et du coup, donc cette première mini levée de fonds. Ensuite, je crois que vous avez levé plusieurs fois aussi. Une première de environ 300 000 euros. Ensuite, un peu moins d'1 million. Et là, plus récemment, il y a quelques mois, 3 millions, c'est ça? C'est ça. En fait, on a fait c'était une levée amorçage qu'on a fait en 2 temps avec les mêmes investisseurs, donc des business angels du groupe Investors ou Like Startup. Je ne sais pas si tu connais, mais ouais, on a levé assez rapidement avec eux. Comment vous avez fait du coup cette première levée justement, notamment vis-à-vis de votre âge, des deux fondateurs comment, tu sais, on ne disait pas notre âge. C'est vraiment que récemment depuis. Non, mais bon, on était jeunes. On a pris un peu on pas encore des cheveux blancs, mais on a pris de l'âge avec les années. Mais oui, non, clairement, on nous voyait comme deux petits extraterrestres qui parlaient d'une techno qu'ils ne comprenaient pas. Mais en fait, on était tellement complémentaires dans le sens où Thomas, voilà, c'est un génie de l'informatique. Il a été, c'est le plus jeune Microsoft Regional Director. Ils sont une 50aine à travers le monde. Il a été nommé pour son 3e mandat. Il a refait toute la version VLC sur Windows tout seul. Il est vraiment impressionnant. Et moi, c'est plus la partie business, fédérer les équipes, aller chercher des financements, faire rêver, la vision aussi, tu vois, vraiment de la créativité. C'est passionnant ce qu'on fait, c'est passionnant ce qui va arriver, le potentiel de cette techno dans tous les secteurs, même l'éducation, même. Voilà, je sais pas si on en parlera après, mais donc au début c'était difficile clairement de lever des fonds aussi jeune, plus en tant que femme dans la tech. Des fois c'était un peu compliqué. Des fois en fait on regardait que Thomas. Moi ça m'a beaucoup. C'est clair que c'est un secteur où il y a encore beaucoup de choses à faire.
en tant que Ah, il y femme, a ça c'est très, très peu sûr. de femmes, clairement. Clairement, on n'est pas assez et d'où l'importance d'être plus visible, Mm. de rendre plus visible pour motiver plus de personnes aussi, plus de jeunes femmes, filles à entreprendre dans la technologie, à faire des études Ok. technologiques En tout cas, et monter des entreprises aussi. ça vous a pas empêché de lever et puis de créer un beau produit après plusieurs années. Donc, c'est Donc, rassurant. merci. Ouais, c'est rassurant. Bah voilà, enfin, c'est tout le monde. J'aime bien la phrase de Oussama qui dit que Oui, n'importe qui peut entreprendre. Pas tout le monde peut exactement. entreprendre, mais enfin voilà, ça peut être Oui, anyone can be entrepreneur. entrepreneur, c'est ça. Et ouais, et j'adore Oussama. Ça, on en parlera peut-être J'adore après. aussi. Ça m'a beaucoup. J'ai beaucoup appris avec ces vidéos parce que du coup, ouais, j'ai pas fait j'ai tout appris Oui, un peu tu t'es sur formée sur le toute tas. seule, que ça soit sur la réalité virtuelle, c'est que des sujets Surtout. finalement. Mm. Le Ok. business, le management, la Mm, comptabilité, enfin, et ça qui est génial parce que, enfin, il y a tellement de choses à apprendre. Il n'y a pas une journée où j'apprends pas. Et c'est ça qui me mm, passionne, c'est d'apprendre tout le temps. Je suis quelqu'un de très, très curieux par nature, des fois un peu mm. trop petit. Je voulais tout le temps savoir, Jamais trop. tout La comprendre. curiosité, c'est Jamais trop. Mais au final, ouais, je me rends compte que, c'est enfin, ce qu'on m'a une toujours dit comme un richesse. défaut, ou Non, arrête de poser non, des non, questions, ou tu poses trop de questions. Mais en fait, non non. plus. Ouais, clairement. Mais je le vois, ouais, ouais. Non, non, c'est Donc, vraiment une richesse. Et du coup, ouais, première levée de fonds. Ouais. pour revenir à Minsar, justement, après cette première, ce premier seed, on va dire, comment l'équipe a grandi aussi? Puisque j'imagine que vous avez recruté plus de développeurs. Comment Ouais. le produit a Donc à évolué? l'époque, ouais, donc en 2017, donc voilà, on fait cette première partie donc vraiment pré-amorçage, dans le sens où on a une idée, on n'a même pas un MVP, enfin, c'était vraiment un petit POC de ce qu'on voulait faire. Donc on lève voilà 350 000, on commence à recruter une équipe, plus de développeurs. Euh, j'ai l'impression que ça fait 10 ans maintenant, enfin, il s'est passé tellement de choses depuis. Et c'est en 2018 ouais, qu'on a refait un tour de table. On a eu aussi des financements par l'État. Donc, je tiens quand même à le dire, l'État, on a de la chance quand même en France, on est soutenu. Mmh. Les entrepreneurs, voilà, on peut quand même chercher des financements. Euh, D'ailleurs, tous les projets n'ont pas besoin de lever des fonds, hein, justement. Si on peut aussi ne pas lever, tant mieux. Hein. C'est clair. Nous, on n'a pas le choix parce qu'on est à la fois dans la deep tech, à la fois aussi sur un marché qui est émergent et qu'on a besoin voilà, de financement pour développer la plateforme. Mais donc voilà, 2017, 2018, on accélère le développement et c'est en fin 2018 qu'on arrive à un premier MVP plateforme qu'on commence à ouvrir en bêta. Notre objectif était d'avoir vraiment du feedback de plusieurs industries, parce qu'on a travaillé du coup en collaboration avec nos partenaires culture. Donc en 2016, on était en partenariat avec le ministère de la Culture, avec, comme je t'avais dit, le musée d'art Oui. décoratif, mais également le Centre des monuments nationaux, qui régit en fait les 100 plus grands monuments de France, Mmh. et le musée national d'archéologie. Et la culture, au final, c'est un très bon terrain d'expérimentation, dans le sens où ils sont très exigeants et peu, comment dire, euh, peu de connaissances techniques. Donc Ouais, c'était parfait pour nous. On voulait vraiment voilà, que n'importe qui, n'importe quel scénographe, commissaire d'expo puisse utiliser la technologie sans avoir à se former à la technologie. Donc on a pu faire pas mal de POC avec eux, notamment en novembre 2017. Donc ça, c'est la première fois où on a pu vraiment tester en fait toute la boucle de l'idée d'un projet à la création et à la distribution. Donc ouais. c'était au château de Pierrefonds. Je ne sais pas si tu connais, c'est dans Non. l'Oise. OK. Donc c'est un super château et en fait dans la salle des armures qui s'appelle salle des armures parce qu'il y a 2 siècles il y avait les armures de Napoléon et OK. aujourd'hui comme la plupart des monuments ont été en fait vidés, dépecés de leurs œuvres et aujourd'hui ces armures sont aux invalides. Et en OK. fait, justement, là, la technologie, elle est absolument incroyable parce qu'elle permet en fait de recontextualiser une salle et de replacer en fait les armures dans leur écrin d'origine. Et donc, c'est vraiment en novembre 2017 que la chargée des publics du château, Caroline Calpena, qui a pu replacer en fait les armures dans leur espace d'origine. Elle l'a fait en 15 minutes. Génial. Et l'expérience a duré pendant un week-end. On a eu 200 visiteurs qui sont venus de tout âge
Et voilà, et justement, on a vu aussi que c'est pas forcément les jeunes, comme on peut penser, qui étaient les plus émerveillés, mais il y a Ouais, aussi des personnes voilà, plus de de 60 tout ans âge. qui disaient, mais c'est ouais, de tout âge, ils disaient, mais c'est incroyable, il faut le déployer dans tous les, Donc dans tous les châteaux. tu mettais un casque de réalité Ouais, virtuelle. C'était réalité virtuelle, c'est ça? de réalité augmentée du coup. Augmenté du coup. Virtuel, en fait, ouais, t'es vraiment coupé Oui, c'est de. ça. Ouais, Donc du coup, tu vois plus augmenté, la salle. tu voyais les armes du coup en réalité Ouais, augmentée. Ok. exactement. Tu t'approchais d'un endroit, tu avais le contenu sonore qui se déclenchait, tu Ouais, ouais. t'approchais d'un mur, il y avait des statues qui apparaissaient. Donc voilà, en fait, c'était vraiment l'étude pour comprendre si, il y avait de l'intérêt derrière. Et donc oui, à 95%, les personnes voulaient revenir dans le lieu culturel, Hmm. etc. Donc ça, c'est vraiment 2017-2018. On a fait plein de tests avec nos partenaires. On ouvre les bêtas fin 2018. 2019, bah si, il y a eu quand même une grande update début 2019. C'est que pour l'instant, on était surtout en partenariat donc, avec Microsoft Corp, Hmm. US, où on travaillait sur HoloLens. Et en fait, leur concurrent direct, Magic Leap, a ouvert un programme fin 2018 qui était un programme en fait de financement et d'accompagnement des meilleurs projets pour eux sur leur plateforme, pour pouvoir voilà, leur permettre de développer sur le Magic Leap One. Et on a appris début 2019 qu'on était sélectionné. Donc, Super. on était super contents. Donc, on a Hmm. été bien financé pour pouvoir porter sur leur plateforme. Et voilà, aussi avoir le soutien des deux leaders de l'industrie, Exactement. ça nous a ouais, pas mal. Et en plus, à ce moment-là, on devait refaire un tour de table. Donc, cette fois, faire notre vraie levée seed. Parce que cette fois, on avait un MVP, on avait un début de traction. Et cet investissement, du coup, a décalé un peu. Enfin, ça nous a laissé le temps de décaler ouais, un peu la levée de fonds, Ouais. de commencer en septembre dernier. Du coup, niveau timing, trop bien. On ne savait pas que Covid, ça C'est allait clair, c'est arriver. un très très bon timing ça. Mais ouais, en fait, ça allait très très vite. Ce tour seed, ouais, en quelques semaines, en fait, on a eu première LOI, on a signé, enfin, voilà, tout bouclé fin novembre. Ok, Donc, c'est vraiment allé très vite. Et ça nous a permis voilà, effectivement. de passer aussi cette crise. Enfin, on espère, oui, la passer cette crise, mais enfin voilà, on a pu donc cette fois Carrément. 3 millions Ouais. et bah, recruter vraiment l'équipe manquante, plus de développeurs. C'est voilà, une grosse plateforme parce qu'aujourd'hui, donc, on est disponible sur Microsoft HoloLens, sur Magic Leap, mais aussi ce qu'on a fait en 2018, c'était ouvrir en fait le développement sur smartphone, tablette. Hmm. Parce qu'au final, même si notre vision, notre objectif, c'est de pouvoir créer à même la plateforme immersive, à Ouais, même voilà, le casque, la paire de lunettes, euh, c'est que ça prend du temps. Tant que Apple n'a pas sorti sa paire de lunettes, voilà, ça c'est va ça, prendre. c'est clair. Et on en a conscience, on en est vraiment encore au début. Hein. Si tu vois un peu la courbe d'adoption des nouvelles technologies, c'est des phases qui se Hmm. répètent à chaque fois et on est encore au tout début qui est les innovators, donc les créateurs de solutions et de hardware, enfin, software, Ouais, hardware. Et on est un petit peu après, qui est première personne qui adopte la technologie. ouais, Et ensuite, il faut voilà, passer cette étape et atteindre donc la majorité de la population. Euh, et voilà, on a besoin de plus de contenu. Parce qu'au final, enfin, quand tu achètes un casque et que tu n'as que quelques expériences à faire, c'est clair. enfin, voilà, on a besoin Et du donc, contenu. Ouais. Minsar, c'est du B2B, mais c'est aussi du B2C, c'est ça? Alors, c'est B2B. Dans le sens où C'est ça s'adresse B2B. aux professionnels de la créativité, Ok, mais qu'on a des end consumers qui utilisent aussi voilà. Minsar pour eux-mêmes. Ok, La création est gratuite et on a vraiment voilà, pour objectif de rendre accessible cette technologie, ouais. qui est aujourd'hui trop élitiste. Aujourd'hui, si tu n'es pas dev 3D, si tu ne maîtrises pas les Hmm. moteurs 3D comme Unity 3D, Unreal Engine, Hmm. tu ne vas pas pouvoir créer vraiment d'expérience sur ces nouvelles plateformes. Ok, j'ai Donc vu au niveau voilà, c'est de votre pricing, vous avez 4 packs du coup. Un premier pack gratuit, puis après plusieurs packs évolutifs. Donc par exemple, si demain un créateur, un, un créateur 3D va sur votre plateforme, c'est quoi les étapes du coup? Il crée son compte, comment ça se passe? ouais. Bah, 3 étapes très simples.
Première étape, c'est de télécharger l'application Minsar, donc que ce soit sur un téléphone ou un appareil immersif, si la personne a. Et vraiment, je tiens à dire, la création en immersion, elle est beaucoup mieux, dans le sens où Ouais, sur ton téléphone, sur ta tablette, ce que tu perds, c'est la troisième dimension. c'est ça. Alors qu'avec le casque, tu as vraiment l'impression de 3D. Et au final, on se rend compte que l'édition d'une expérience 3D en 3D, voilà, se fait de façon beaucoup plus intuitive parce que voilà, on arrive à mieux appréhender les distances. Donc voilà, on perd en fait vraiment cette immersion avec la tablette. Mais c'est essentiel aujourd'hui pour permettre vraiment à n'importe qui de comprendre le potentiel de la techno et de l'utiliser dans leur secteur d'activité. Que ce soit l'immobilier pour visiter les appartements en réalité virtuelle, que ce soit l'éducation, réaliser pareil des cours en immersion. On a en fait ce que permet la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est de simuler le souvenir. Ce qui permet du coup de mieux apprendre, de mieux comprendre et mémoriser quelque chose. Ok. Donc pour l'éducation, c'est absolument parfait. Et pour le Covid, si toutes les écoles avaient déjà implémenté ces technos, ça aurait été beaucoup plus simple pour faire des cours immersifs. C'est sûr. Voilà, pour tous les secteurs, on peut trouver son intérêt. Et donc on prend l'exemple avec, le casque. Du coup, il prend son casque, il installe, Minsar et à partir de là, il peut créer du coup? Et là, il peut commencer à créer. En fait, Minsar, on peut le comparer, oui, à un CMS 3D, mais dans la création, un peu à un PowerPoint, dans le sens où OK. Minsar permet d'importer du contenu, Ouais, ton contenu, le contenu de nos utilisateurs. Donc, importer des modèles 3D, voilà, c'est s'ils ça. en ont, des images, des vidéos 360, des vidéos volumétriques. Donc Mmh. ça, je ne sais pas si tu connais, mais c'est le fait de capturer en fait, avec plein de caméras Mmh. quelqu'un en mouvement, un danseur ou autre. Ça, le créatif va pouvoir l'importer dans la scène et ensuite commencer à l'animer. Parce qu'une fois que voilà, on a importé ce contenu, on va vouloir en créer une expérience interactive, innovante, engageante et ajouter du coup des animations sur les objets. Par exemple, je suis sur le site de telle ou telle entreprise et je veux afficher voilà, ces chaussures en 3D. Je vais cliquer dessus, ça va l'afficher sur Mmh. ma table et je vais pouvoir voilà, faire tourner les éléments, ajouter d'autres informations, cliquer par exemple en cliquant sur la chaussure, ça redirige vers le bon site internet. Donc voilà, c'est en fait éditer les éléments et créer vraiment une scénographie, scénariser en fait le contenu. C'est OK. un peu voilà, ce storytelling qui est au final du Ouais. story living et qui permet de accélérer l'action d'acheter, vraiment. OK. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la typologie de vos clients? Alors aujourd'hui, ce sont vraiment les professionnels de la créativité qui sont Ouais, de différentes sortes. On a dans les tous les secteurs? freelances, graphic designers, ouais, les agences de création Mmh. qui créent, qui ont déjà un pipeline de clients et qui vont créer du coup les campagnes marketing, les campagnes produits pour leurs différents clients, peu importe leur secteur. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les grands groupes, les entreprises qui ont déjà un pôle créa en interne, qui préfèrent internaliser la création et qui vont utiliser et déployer en fait en interne Minsar comme module de réalité augmentée, que ce soit par exemple pour le real estate, l'immobilier, déployer dans toutes les agences la possibilité de visualiser le parc immobilier en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Voilà, ça c'est possible. OK. On a des belles Et expériences à venir. aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Minsar? Vous êtes, combien de salariés? Enfin, combien de clients, par exemple? Tout ça? Ouais. Donc aujourd'hui, on est 26, 26, 26 employés. Euh, Clients, en fait, on lançait la commercialisation là pendant le Covid, donc pour le coup, OK. très mauvais timing. Donc la plupart, ouais, c'était un peu compliqué. C'est pas le bon moment pour lancer un produit. On va en parler, Euh, juste après aussi de ce Covid. ouais. Du coup, clients, on a qui je peux citer? Je pourrais bientôt en citer OK, pas mal, des ouais, grands noms. Ouais. très bien. Sinon, on a des agences partenaires, Ouais, des agences de création 3D.
Une des expériences qui avait été mise en prod juste avant le Covid, d'ailleurs, 2 semaines avant le Covid, c'est avec Miyume. Je ne sais pas si tu connais, c'est les Ok, leaders non. du packaging cosmétique. Ok. Et en fait, qui souhaitent proposer à leurs clients, que ce soit un L'Oréal, un Sephora, Hmm. etc., de proposer en fait le packaging en réalité augmentée. Ouais, Et forcément, ils c'est avaient fait du coup intéressant. Hmm. une expérience juste avant le Covid et plus à venir prochainement. Donc, Ok, très bien. mm. Et du coup, c'est quoi les objectifs futurs pour Minsa? Les objectifs, c'est Pour les prochains toujours mois, les de prochaines années ouais, bah, c'est de vraiment lancer la plateforme, de la commercialiser, de mettre vraiment en fait à réalité augmenter le potentiel de ces technos dans les mains de tout le monde, de se rendre compte en fait de l'intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, les technologies ne sont pas encore assez connues. Euh, et insister sur l'expérience utilisateur, dans le sens où euh, l'expérience doit être qualitative pour l'utilisateur final. Si l'expérience est déceptive, si quelqu'un met un casque et l'expérience lui donne la nausée ou n'a pas été pensée vraiment pour l'utilisateur, il va mettre le casque dans un coin et il ne voudra plus l'utiliser. Donc, souvent j'en parle avec donc l'écosystème réalité augmentée et réalité virtuelle sur l'importance de l'expérience utilisateur Mhm. et voilà, prendre soin en fait de l'utilisateur. Et ça, c'est un de nos gros focus. Donc voilà, rendre accessible la plateforme, euh, France et à l'étranger. Et ouais, voilà, je pense C'est que déjà très bien. c'est déjà un beau, ouais, un C'est bel un beau objectif. challenge. Mm. Et donc maintenant, on va s'intéresser forcément à la période qu'on a vécue ces quelques semaines. Comment s'est passé le confinement d'un point de vue business? Alors, business, ça nous a ouais, bien mis une claque dans la tête, hein. Surtout que moi, j'étais à New York. Je suis arrivée à New York le jour où Trump a annoncé la fermeture des frontières. Ah ouais, Donc, ok. niveau timing, encore une fois, ouais, non, j'aurais jamais dû. Mais on avait des très, très beaux rendez-vous et des beaux Ouais, events quand même prévus. Mais donc, j'atterris le mercredi, je sais plus, c'était le 11 mars. Enfin. Donc, on atterrit. Et là, depuis ma chambre d'hôtel, je vois Trump qui annonce dans 2 jours fermeture des frontières. Cassez-vous de là, les Européens. Je fais, bon, bah, ok. Du coup, j'ai passé 20 heures euh, ah ouais, à Manhattan. J'ai un peu honte. Mais bref, du coup, voilà, on est revenu. Et les US, c'est compliqué encore oui, maintenant, hein, oui, c'est très ça compliqué. va Ouais. prendre. Mm. Ouais. Ils ont C'est pour encore ça qu'on se beaucoup de dit qu'on cas. a quand même beaucoup de chance Mm. en Bah, on a France. On a été bien su hyper gérer ouais, aidé. pour l'instant, c'est Mm. Il y a eu on va pas beaucoup se d'aides plaindre. déployées, c'était assez incroyable. Après, Exactement. c'est maintenant que ça va être plus compliqué hein, pour les Oui. business. Nous, on le voit avec des clients qui sont un peu Mm. posture assez compliquée, que ce soit des petites agences, etc. Mm. C'est maintenant que ça va être compliqué, sans le C'est chômage ça. partiel, etc. Oui, On va puis en voir un espérant peu qu'il n'y ait pas comment ça va de évoluer. deuxième vague aussi, parce que Aussi, beaucoup de c'est boîtes pas dit. On dépendent voit de ça que aussi. Mm. Complètement, et on voit plusieurs pays, villes qui commencent à reconfiner un petit peu. Euh, donc voilà, on va voir un peu comment ça va se passer. Donc niveau business, tout a été soit annulé, soit décalé. Voilà, mais heureusement, on a levé des fonds juste Mm. avant, donc on a été très résilient. On a arrêté les recrutements qu'on avait prévus en plus. Euh, donc voilà, par contre, ça a été Enfin, je le vois plus comme une opportunité dans le sens où on a pu vraiment se concentrer en fait sur le développement. On a pu mieux écouter aussi nos utilisateurs, développer les fonctionnalités qui étaient le plus voulues. Donc voilà, la cadence en termes de développement produit, on n'a pas trop souffert, on n'a pas eu trop de ralentissement. Donc ça, c'est une bonne Ok, chose. tant mieux. Personne n'est au chômage partiel, hein, tout le monde, Mm. tout le monde a travaillé, En remote. même l'équipe marketing, ouais, tout le monde en remote. On avait déjà, avec les grèves, Mm. donc on était déjà bien préparé pour la remote, donc ça c'était une bonne chose. Plus on a trois employés qui sont full remote, donc tous nos outils en ligne, on est Vous étiez un prêts. peu full virtuel, ouais, on était prêts. Sauf que on a des bureaux qui étaient vides du coup. Ouais. Mais donc voilà, niveau business, ouais, ralenti, mais là on voit que ça commence
à reprendre depuis début juin. On n'arrête pas. On a vraiment tous les jours des démos, des C'est beaux cool. deals à venir. Donc, on voit que justement, au final, je le vois vraiment déjà par nature. Je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, c'est tout est opportunité, même quand c'est le Mm. pire moment possible. Non, ça va aller, on va s'en sortir. Euh, et justement, en fait, pour la première fois de l'histoire, on a eu quand même presque la moitié de la population enfermée chez soi. C'est assez Exactement. incroyable quand même, parce quand tu te poses, moi, vraiment, j'étais là, je me disais, mais c'est dingue, quoi. Mm. On est tous enfermés chez soi. Mais imagine, si tout le monde avait un casque Mm. de réalité virtuelle, C'est mais clair. trop bien. Enfin, Mm. nous, du coup, on s'éclatait, on se faisait des apéros virtuels, on se faisait. Mais voilà, ça arrivait un peu trop tôt, ce Covid. Vous êtes fait Il aurait des fallu apéros attendre 2 virtuels ans. en réalité virtuelle? Ouais, bah ouais, on faisait des meetings en VR, en réalité augmentée. On a donc notre partenaire Magic Leap qui est aussi. Enfin voilà, on a des appareils, on a un peu tous les appareils possibles. Donc chacun était équipé chez soi avec des appareils Ouais. immersifs. On a pu aussi pas mal y jouer. C'est sympa. Mais voilà, en fait, ça a surtout fait prendre conscience de l'importance du numérique et accélérer les usages du numérique. Que ce soit, tu vois, les vidéoconférences, Zoom, Mm. bah, là, on est sur Zoom, et c'est un exemple parfait. C'est Ils clair. sont passés de Ouais, je sais, 20-30 millions ils ont daily cartonné, users à hein. 300 millions. Ouais. C'est un délire. Et au final, pourtant, les visioconf, ça existe depuis plus de Mm. 10 ans, 10-15 ans. C'est pas nouveau. Mais c'est vraiment là, pendant le confinement, qu'il y a eu une véritable accélération. Cette fameuse transformation digitale prônée depuis des années maintenant par grands groupes, etc. C'est maintenant qu'elle a vraiment eu lieu. En tout cas, elle a été véritablement accélérée dans le sens où des entreprises qui n'avaient pas du tout l'habitude du télétravail, du remote working, a été obligée, contrainte de le mettre en place. Et même si au début, c'était un petit peu difficile, Mm. les premières semaines, après, ils se sont rendus compte que, ouais, en fait, c'est pas si mal. En fait, C'est ça. ça save le temps de transport, enfin voilà, et ça fait prendre conscience à plein de monde que, au final, le virtuel euh, a son Exactement. intérêt. Je pense Ouais, que ça a fait évoluer les mentalités dans certaines entreprises. C'est sûr. complètement. Plus des Euh, secteurs qui vont devoir complètement se réinventer, que ce soit le exactement. retail, le luxe. On n'a jamais eu autant de demandes du luxe aussi dans Non, c'est pas le fait étonnant. de proposer leurs produits en réalité augmentée, Mm. faire des défilés virtuels. Ça, on a pas mal avec les Fashion Week qui seront virtualisés Mm. complètement. Donc en septembre, ouais, il y a pas mal de trucs assez sympas qui vont arriver. Ok. Et maintenant, on va parler des rencontres et de l'entrepreneuriat en général. Sur les rencontres, est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont permis de franchir un cap dans ton business? Plein. Il y en a eu plein. Enfin, si j'ai un conseil à faire au sein d'entrepreneurs, c'est s'entourer. Mm. Vraiment, surtout, moi, voilà, en montant l'entreprise à 20 ans, sans avoir fait d'école avant, j'avais tout à apprendre. J'ai toutes les conneries possibles, je pense, je les ai... Bon, pas toutes, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et, mais voilà, dans le sens où dès que j'ai un doute, dès que j'ai une question, je demande à mon entourage Mm. d'entrepreneurs, d'investisseurs. J'ai eu pas mal de mentors. Dès cette première levée de fonds, j'ai eu Jean-Pierre Martin, un de mes investisseurs, qui m'a un peu coaché euh, toutes les semaines. Euh, Super. et le Galleon Project, par exemple, qui est je sais pas si tu connais, donc le think tank des entrepreneurs Ok. porte croissance, et justement, ça aide beaucoup d'avoir des retours d'expérience Oui, puis d'entrepreneurs. des entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que toi et qui du coup, Ouais, c'est ça, qui sont au même stade, qui c'est ça. scale Mm. plusieurs dizaines d'employés. Et Mm. parce qu'au final, on n'en parle pas assez, mais l'entrepreneur est quelqu'un de très seul. Et vraiment, à des moments, c'est dur. Tu vois, on bosse comme des fous, Mm. on peut bosser 100 heures par semaine. C'est C'est compliqué clair. d'avoir une vie sociale à côté. Et du coup, d'avoir des moments pour échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques, qui ont pu régler tel ou tel problème avant. Voilà, on peut s'entraider et ouais, apprendre des uns des autres. Ouais, c'est Ouais. clair. Hem et seconde question, est-ce que tu peux me citer 2 ou 3 entrepreneurs qui t'inspirent? Alors, il y en a beaucoup. Il y a Oussama Amar, clairement, ses vidéos. Moi, j'apprends beaucoup en regardant aussi des vidéos. Je Mmh. lis beaucoup, mais je regarde aussi beaucoup, beaucoup
de vidéos et les vidéos de Oussama. Je pense que C'est c'est clair. toute une génération qui a pu Exactement. s'identifier, apprendre Sur, plein de choses. sur coup d'État notamment, mais je pense que c'est la personne que j'ai eu le plus en termes de ref, en fait, de gens qui disent que Oussama les inspire, quoi. C'est vraiment c'est Bah un ouais, clairement. classique. Enfin, sinon, je pense qu'on n'a pas besoin d'être inspiré par des personnes connues, dans le Oui, sens je où suis d'accord. moi, je suis vraiment inspiré par mes équipes. Mm, Ils m'apprennent énormément de choses. C'est dans les deux sens, en fait, tout le temps. exactement. Et je suis inspiré par mon associé. On se complète parfaitement, on se ressemble aussi beaucoup. Je suis inspiré par plein de gens, plein de choses. Et ouais, c'est pas forcément une figure Mm. qui m'inspire. Je sais pas trop Non, non, mais comment expliquer. je comprends parfaitement. Mm. Et troisième question, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat? Qui hésiterait, encore une fois, ouais, s'entourer, euh, avoir des retours d'expérience, avoir conscience aussi de la difficulté hein, derrière, que clairement tout n'est pas tout rose, quand on ouvre les magazines, on raconte que ce qui est cool, on raconte les levées de fonds. Déjà, les levées de fonds, c'est un peu un mythe, dans le Exactement. sens où ça arrive pas souvent, que c'est Et absolument quand pas un critère de réussite. Enfin, c'est pas, Exactement, et puis quand ça arrive, ça transforme beaucoup de choses dans ta boîte. Le fait aussi ouais, que tu aies un board, que, tu n'aies plus, 100 de ton capital, enfin c'est ça. c'est une levée, c'est pas juste de l'argent qu'on te donne, comme ça et puis Ah non, non, vas-y, non, fais-en ce que tu veux. Non, non, c'est ça. Tous les mois, tu tu rends des dois comptes. c'est ça Ouais. exactement, donc c'est sûr. Non, c'est ça. Et voilà, et pas non plus glorifier et dire que c'est un, un goal à atteindre, vraiment un objectif, alors que non, c'est limite, les problèmes commencent après. C'est Exactement. si tu ne lèves pas et si tu arrives à bootstrapper ton business jusqu'au bout et ensuite lever beaucoup, mais quand tu as déjà cette traction, etc., mais tant mieux. Et encore une fois, tous les entrepreneurs ont leur histoire, tous les produits, les business, il n'y a pas qu'une route en fait. Mmh, Il y a mais autant de routes que d'entreprises, que d'entrepreneurs. Et c'est pas parce qu'une route a fonctionné pour un entrepreneur qu'elle fonctionnera exactement, pour tous les autres. Et voilà, il faut aussi se construire cette route en apprenant des autres routes et en sachant que voilà, ils en sont arrivés là où ils en sont parce qu'ils ont évité tel ou tel roadblock. mmh. Donc, Mais tu vois. c'est clair, c'est pour ça que ce podcast existe aussi. C'est parce que sur Mm. les 24-25 entrepreneurs que j'ai interviewés, il y a absolument C'est aucun génial, entrepreneur, bah aucun ouais, parcours c'est qui se trop bien. ressemble et c'est juste normal en fait, donc Mm. c'est cool. Ouais, donc voilà, s'entourer, échanger, partager. En fait, c'est vraiment quand on partage aussi. Moi, maintenant, je partage. J'ai beaucoup, beaucoup appris des communautés, de mes investisseurs, des différents entrepreneurs. Maintenant, je partage aussi, parce qu'au final, même si je suis toujours très jeune, hein, j'ai que 24 ans, Mmh. euh, il y a eu quand même pas mal de choses dans la boîte, pas mal d'erreurs, mais voilà, on apprend à chaque fois. C'est pas un- Chaque erreur, c'est une leçon à, à apprendre, Mmh. à en tirer. Et voilà, et après, Très bien, tout le monde peut entreprendre. exactement. Et puis on va finir par 2 questions. La première, c'est: y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée? Euh, Jamais que. S'il y en a Je pas, sais c'est pas pas, grave. peut-être un peu. Non, ouais, on a quand même parlé de pas mal de choses, hein. Après, peut-être, moi, je suis quelqu'un d'assez engagé dans le sens où, voilà, je suis une femme. J'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les Mmh. nouvelles technologies, dans l'entrepreneuriat. Euh, Plus de femmes voilà, qui lèvent des fonds, qu'on soit mieux représenté. Au final, la parité, elle n'y est pas du tout. Mmh. Et on a besoin voilà, d'être plus visible. Et ça fait C'est clair. partie de mes actions, que ce soit avec Sista Starter, avec Woman in AI, Femmes Entrepreneurs. Je suis pas mal engagée Ouais, sur il y a de plus en plus cette d'initiatives et problématique. c'est vraiment bien, il faut vraiment les soutenir. Je pense aussi Mm. À Gold Up, bah, forcément de The Family avec, Alice, Ouais. Zaguri, notamment. Mm. Donc c'est vrai que c'est des initiatives, qui sont de plus en plus présentes et il en faut encore plus pour que justement ça devienne une normalité, en fait et pas qu'on Complètement. J'aurais bien aimé petite voir des vidéos de plein de femmes entrepreneurs réinventer le mmh, monde. Et voilà, je pense que ça aurait. Après, ça n'empêche pas
de réussir après, mais voilà, il faut qu'il y ait plus de se dire que c'est pas parce que je suis née comme ci, comme ça, si je suis de tel genre, Mmh, de telle origine, de telle mmh, couleur, etc., que je vais m'empêcher de faire quelque chose. exactement. Euh, voilà, moi je suis née dans le 93, j'ai grandi dans le 95. Je suis une famille moitié arabe, moitié française. J'ai un peu, enfin voilà, et ça m'a pas empêché de monter une entreprise, d'être aujourd'hui 25-30 dans les équipes, d'avoir un produit sympa, encore plein de choses à faire. Il y a tout encore Exactement. à prouver toujours. Mais voilà, je me suis pas dit, même si à des moments, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, le syndrome de l'imposteur, Oui, bah, enfin, ça là, forcément. régulièrement, ça, c'est dur de ne pas l'avoir. Mais voilà, ça aide aussi d'échanger Mmh, avec d'autres personnes, ouais, et de s'identifier aussi à ces carrément, personnes. carrément, carrément. Et puis dernière question, est-ce que tu peux me donner des noms d'entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains épisodes? Ouais, bah, plein, mais bah, du coup, bah, pour Cite-moi-en, 2 continuer ou avec ce que je 3. viens de dire, ouais, bah, du coup, bah, des femmes entrepreneurs. Ouais, Bah, du coup, Agathe Vautier, je pense que ce serait pas mal, qui est OK, la fondatrice de Galion Project, qui pourra ouais, aussi expliquer un peu ce qu'elle, ouais, les modèles qu'elle trouve du coup chez les entrepreneurs qui réussissent, ça peut être hyper intéressant. mmh. Après, pareil pour les différents réseaux, donc Sista, Starter, ça peut être Tatiana, Roxane Barza, ça peut être intéressant. Ah oui, tu m'as dit que deux trois, sinon il y en a plein Ah non, mais tu d'autres. ça me va, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. Ok, Donc je te remercie Soraya pour cet épisode et puis, bah, à ben, bientôt merci, sur Serial merci à toi. Entrepreneur et puis sur Minsar aussi. N'hésitez pas à aller checker, ce que fait, Minsar. Yes, venez, c'est gratuit la création, allez-y, C'est éclatez-vous, c'est n'hésitez parfait. pas à me contacter. Et bah, merci encore François et bravo pour ce que tu fais, hein. C'est hyper utile, inspirant. J'ai regardé C'est tous tes gentil. podcasts avant et C'est non, c'est c'est top, sympa. c'est génial. Bah, merci beaucoup. Ciao.